Donc voilà, comme je vous disais, c'est une visioconférence, adapter son logement avec aujourd'hui le département de l'Essonne. Bon, je me suis déjà présentée, je suis Charlotte Leblanc, Constance Leblanc, et donc ergothérapeute depuis 16 ans. Essentiellement, elle fait des visites à domicile et elle fait aussi des évaluations des besoins. Et puis ensuite, on essaye de mettre en place le matériel avec la personne. Et pour ça, on fait des aides. On fait essayer le matériel et puis on fait des suivis des préconisations qui sont faites. Voilà, donc je vais attendre maintenant qu'elle se connecte pour vous montrer le reste de la visio. Ah, voilà Constance. Constance, tu nous entends? Voilà. On t'entend pas. Ton son est coupé. Voilà. On t'entend pas. Vas-y. Ton son est coupé, Constance. Ben non, mon micro est allumé, donc je ne. Ah. C'est pour ça. Là, vous m'entendez? C'est bon, ça y est, c'est bon. Oui, Bon, c'est bon, vas-y. je suis désolée. Comme quoi, finalement, le fait de se voir en vrai, ça complique, ça évite les complications techniques. Donc, veuillez m'excuser. Du coup, je fais ça avec mon téléphone. Donc, voilà, j'ai pas pu me connecter sur mon ordinateur. Donc, c'est Charlotte qui va pouvoir en même temps défiler la présentation et comme ça, je pourrai vous expliquer les slides. Voilà, Donc ça va, voilà, donc je nous ai déjà présenté. Je t'ai présenté, donc tu peux y aller avec ton premier quiz. Parfait. Donc voilà, qu'est-ce qu'un ergothérapeute? Donc, est-ce que c'est un professionnel donc, qui fabrique des orthèses? Est-ce que c'est un professionnel qui anime des ateliers créatifs ou qui conseille sur l'aménagement du logement? Alors là, on est combien de participants aujourd'hui? Il y a 11 personnes. 11 personnes, d'accord. Donc, bon, on va peut-être pas demander la réponse des uns et des autres, mais en tout cas, pour avoir le résultat, Charlotte, Voilà. les 3 réponses sont bonnes. Voilà, puisqu'en fait, un ergothérapeute, c'est un professionnel qui peut intervenir dans plein de domaines différents, en rééducation, en réadaptation de l'environnement. Voilà, donc du coup, les 3 réponses étaient bonnes. Alors, la définition d'un ergothérapeute, donc c'est un professionnel paramédical, c'est-à-dire qu'on fait des études après le bac, qui ont donc 3 ans d'études. Et l'objectif de l'ergothérapeute, c'est d'aider la personne à conserver et à retrouver son autonomie dans les actes de la vie quotidienne. C'est-à-dire conserver aujourd'hui, vous êtes en capacité de faire encore des choses. Et ça, il faut faire en sorte que ça puisse rester le plus longtemps possible. Retrouver, c'est que, en fait, il y a certaines choses qui, avec l'âge, sont difficiles à faire. Et peut-être qu'avec l'installation d'aides techniques ou l'aménagement un petit peu du domicile, ça peut faciliter ces activités qu'on n'arrive plus à faire.
Donc, le concept de l'ergothérapeute, c'est que c'est un professionnel qui va avoir une approche globale de la perte d'autonomie. C'est-à-dire que non seulement on va voir le fait que vous ayez des douleurs quelque part, mais on va aussi prendre en compte votre environnement architectural, mais aussi familial. C'est-à-dire que c'est à prendre en compte si il y a les petits-enfants qui viennent régulièrement, et bien, du coup, il faut que l'aménagement ne soit pas contraignant pour eux. C'est un professionnel qui est formé aux normes, qui donc connaît les différents handicaps, qui connaît la perte d'autonomie et l'habitat, ce qui permet du coup d'avoir un regard complémentaire sur l'ensemble des besoins. C'est donc un professionnel qui a aussi connaissance sur toutes les maladies, avec leur évolution, ce qui permet dans les préconisations que l'on va faire d'avoir vraiment une continuité dans des préconisations à long terme. L'idée, c'est pas de vous conseiller quelque chose aujourd'hui et que dans 6 mois, ça n'aille plus parce que les difficultés ont évolué. Et enfin, c'est un professionnel qui intervient sur les lieux de vie ou les lieux de travail pour du coup vraiment aménager l'environnement aux besoins de la personne. Alors, on va faire une rapide mise en situation. Vous allez, donc si vous êtes en capacité, vous allez vous lever de votre fauteuil et vous allez vous rester avec un pied en l'air pendant 10 secondes. Et l'idée, c'est de voir, est-ce que vous avez des difficultés pour tenir en équilibre? Est-ce que vous avez besoin de prendre appui à quelque chose pour maintenir ces 10 secondes? Je laisse un petit peu le temps de vous lever. Charlotte, tu peux le faire si tu veux. Voilà, alors est-ce que tout le monde s'est bien réassis? Donc là, l'objectif, en fait, c'est juste de vous montrer que d'après l'ARS, en fait, les personnes qui ont des difficultés pour rester en position debout avec une jambe donc en l'air pendant, normalement, je crois que c'est 30 secondes, sont à risque de chute. C'est-à-dire que du coup, il y a des risques de perte d'équilibre et donc de chute. Donc, c'est à prendre en compte et à être vigilant. Alors, on va passer à la slide d'après. Charlotte. Donc, pour rester chez soi, il faut tout d'abord que l'état de santé le permette. Donc, c'est ce qu'on a vu. Il ne faut pas non plus avoir un état de santé trop dégradé. Mais si on est encore autonome et voilà, qu'on a quelques douleurs et tout ça, mais en tout cas, voilà, que l'état de santé le permette. Mais il faut aussi que du coup, l'environnement soit adapté à cet état de santé. Et donc, pour ça, il faut sécuriser votre domicile et l'adapter aux capacités de la personne. Alors, on va voir quelques points de vigilance. Dans un logement, il faut faire attention aux obstacles au sol, puisque tous les fils qui traînent sur les sols, c'est un risque de chute. Les tapis, alors c'est vrai que souvent on dit bah oui, mais moi mon tapis je l'aime bien, j'ai pas envie de l'enlever. On comprend. Après, il faut essayer de trouver une solution. Mais en attendant, il faut savoir que le tapis, c'est un des risques majeurs des chutes à domicile. Et ensuite, après les tapis, il y a aussi les jouets pour les animaux. Si vous avez des animaux, c'est vrai qu'il faut faire attention à ce que votre logement ne soit pas encombré de jouets pour les animaux, parce qu'on peut vite mettre le pied dessus et glisser. Et la photo suivante, vous verrez, c'est un couloir qui est complètement encombré. Donc, c'est vrai que c'est important que votre logement soit rangé au niveau des espaces de circulation. Parce qu'on a beau connaître par cœur son logement, si on se prend les pieds dans un sac, voilà, on risque de chuter.
Et il faut faire aussi attention lors de vos déplacements, puisqu'il y a des sols glissants. Donc, que ça soit les escaliers ou sur la photo d'après, on va voir la salle de bain. En effet, ce sont des zones à risque. Voilà, le fait de glisser en sortant de sa douche ou le fait de glisser en descendant les escaliers. Donc, pour ça, il faut vraiment l'adapter, l'aménager. Et dans les déplacements, il faut également faire attention aux zones qui sont sombres, notamment la nuit, où quand on va aux toilettes, on se dit, bon, bah, c'est bon, je connais par cœur mon couloir. C'est vrai, sauf que si un jour vous n'êtes pas très bien, que vous êtes mal réveillé et qu'à ce moment-là, vous prenez les pieds dans le petit meuble du coin, vous risquez de chuter. Et voilà, et du coup, c'est dommage. Au niveau des rangements, il faut faire attention à vraiment mettre les rangements au bon endroit. Parce que c'est vrai que le fait de devoir monter sur un escabeau pour aller récupérer un objet ou un document, ou le fait de devoir vous baisser et du coup de vous relever, ça peut être des gestes compliqués et insécurisés. Donc voilà, il faut essayer vraiment de mettre les objets du quotidien accessibles. On verra tout à l'heure un petit peu quelles sont les recommandations. Donc voilà, quelques solutions et d'aides techniques. Alors, tout d'abord, pour sécuriser les déplacements, il faut enlever les obstacles au sol. Ça, c'est ce qu'on a vu. Il faut libérer donc les passages de circulation. Donc les couloirs, les escaliers, entre les lits et tout ça. Il faut éclairer les déplacements nocturnes. Donc pour ça, rien de compliqué. On peut très bien rajouter des petites veilleuses. Alors maintenant, il y a même, soit il y a la veilleuse qu'on mettait, voilà, éternelle veilleuse que tous les enfants ont eu dans leur chambre, qui permettent du coup d'éclairer un tout petit peu et du coup de pouvoir visualiser l'environnement. Mais aujourd'hui, il y a aussi des veilleuses à détection de mouvement qui du coup permettent que quand vous posez les pieds au sol, hop, ça allume l'espace au sol. Donc soit c'est sous système de veilleuse qui va être branché sur la prise, sinon il y a aussi des systèmes de chemins lumineux qui peuvent venir se mettre sous votre sommier ou le long des plinthes et qui s'allument pareil au moment où vous passez. Il y a aussi des stickers que l'on peut venir mettre sur les interrupteurs qui permettent du coup d'identifier l'endroit où il faut appuyer ou sur la poignée d'identifier l'endroit où il faut mettre la main. Pour sécuriser les marches, donc on peut mettre ce qu'on appelle des nez de marche, c'est-à-dire que c'est du coup des systèmes adhésifs ou qu'on fixe sur le rebord de la marche pour déjà éviter que ça glisse. Et en plus, il y a des systèmes qui sont luminescents, donc non seulement ça retient, mais aussi ça permet de la nuit que ça soit du coup un petit peu visuel, brillant, et comme ça on peut bien identifier les marches. Alors après, là je vous ai mis un monte-escalier, ça c'est considéré comme un gros aménagement, mais c'est vrai que si vous êtes dans une maison et que votre lieu de vie se trouve à l'étage, qu'il est difficile pour vous de monter et de descendre les escaliers, réfléchissez quand même à la possibilité de mettre un monte-escalier parce que c'est un système, alors voilà, c'est vrai que ça coûte un petit peu cher, mais c'est un système qui peut vous permettre de continuer à utiliser votre étage et votre rez-de-chaussée vraiment en sécurité. Et après, donc le monte-escalier, il y a aussi les fameux tapis, puisque en fait, on peut, si on veut absolument garder son tapis, à ce moment-là, il faut le sécuriser. Donc, déjà, si c'est un tapis qui a tendance à glisser, ce que vous pouvez faire, c'est mettre ce qu'on appelle une maille anti-glisse sous le tapis. Du coup, c'est une maille qui vient se mettre entre votre sol et le tapis qui n'est pas fixée. Donc, ça permet comme ça, quand vous devez faire le ménage, de lever votre tapis, passer l'aspirateur et vous continuez. Après, si c'est un tapis qui rebique, vous pouvez aussi le fixer avec des petits clous de tapissier ou du scotch double face pour vraiment maintenir les rebords et ne pas se prendre les pieds dedans. Donc, on va voir sur la slide d'après que justement, en parlant de pieds, il y a une des choses qui est très importante, c'est qu'il faut être bien chaussé. Alors, ça a beau être
la mode du léopard et la mode des mules, parce que les mules, c'est très pratique à enfiler et à désenfiler. En attendant, ce sont des chaussons qui ne sont pas du tout sécurisés, parce que si tout d'un coup, votre pied se prend dedans, votre pied s'enlève, vous allez vouloir essayer de le rattraper, et à ce moment-là, vous risquez de chuter. Donc, c'est vrai qu'il est conseillé de mettre des chaussures qui soient vraiment englobantes, type charentaise, ballerine, voilà, qui prennent vraiment tout le pied et le talon. Après, il faut savoir, là, je vous ai mis 2 modèles de chaussures. C'est ce qu'on appelle des chaussons thérapeutiques. En fait, ce sont des chaussons qui sont remboursés par la sécurité sociale. Après, suivant les modèles, vous avez peut-être un dépassement, mais en tout cas, vous avez une bonne base qui est remboursée par la sécurité sociale. Et ça, vous pouvez avoir le droit à une paire de chaussons par an. Donc ça, c'est à vous renseigner auprès de votre pharmacie ou d'un revendeur de matériel médical. Et l'intérêt de ces chaussons, c'est qu'en fait, ils s'ouvrent, alors suivant les modèles, mais en tout cas, il y a des modèles qui s'ouvrent avec des scratchs complètement. Comme ça, vous pouvez vraiment enfiler le pied très facilement. Et ils sont aussi un peu extensibles. Donc, pour les personnes qui ont les pieds un petit peu gonflés, voilà, ça peut permettre d'avoir un chaussage qui est plus adapté. Alors, ne pas porter. Il y a beaucoup de personnes, et c'est tout à fait normal, qui prennent leur repas dans leur salle à manger pour pouvoir être devant la télé. Alors, pas forcément tous les repas, mais les repas du soir, ou voilà. Et dans ces cas-là, ils font des allers-retours entre la cuisine et la salle à manger avec les assiettes et tout ça. Ça, c'est vrai que c'est un moment qui peut être risqué, parce que si vous avez une perte d'équilibre à ce moment-là, si vous n'avez rien pour vous rattraper puisque vous avez les mains prises. Alors, il existe la photo du milieu, c'est ce qu'on appelle une desserte roulante. En fait, c'est un peu comme une table roulante, sauf qu'elle est pas très large, qu'elle a des plateaux qui sont un petit peu en quinconce et que ça permet du coup de pouvoir se déplacer en la réglant à la bonne hauteur et de se déplacer en posant les éléments dont on a besoin d'une pièce à une autre sans difficulté. Après, vous avez des déambulateurs à plusieurs roues, à 2 roues, mais ça, c'est déjà vraiment pour, voilà, pour quand on a des problèmes quand même de perte d'équilibre. Et à ce moment-là, c'est important de pouvoir essayer différents modèles pour pouvoir vraiment trouver celui qui nous convient. Parce que même en fonction de votre environnement, si vous prenez ce qu'on appelle un rollator, c'est-à-dire un déambulateur avec 4 roues, le problème, c'est qu'il y en a qui sont très gros et vous pouvez vous retrouver avec un appareil qui, du coup, ne circule pas bien dans votre logement, alors qu'il y a d'autres appareils qui sont beaucoup plus étroits. Donc ça, c'est important de ne pas acheter le premier venu, d'en discuter avec, si vous avez la possibilité, avec l'ergothérapeute, et sinon, au moins avec le revendeur qui va vous fournir le matériel. Être équipé, donc c'est important quand on commence à avoir un petit peu des pertes d'équilibre, de faire attention. Alors c'est vrai que souvent, c'est un moment pas très agréable parce qu'on n'a pas forcément envie d'avoir le regard des autres. Si par exemple on se balade dans la rue avec une canne ou un déambulateur, automatiquement l'environnement se rend compte qu'on a des difficultés pour se déplacer. Après, vous pouvez très bien, par exemple, prendre des cannes pliantes, une canne pliante que vous mettez dans votre sac, et comme ça, si jamais vous, en revenant, par exemple, de vos courses, vous voyez que vous êtes un peu plus fatigué ce jour-là, au moins, vous pouvez sortir votre canne. Après, il y a un autre système, moi, que j'aime beaucoup, qui s'appelle le chariot de course à pousser, le caddie à pousser, qui est en fait, au lieu de tirer votre caddie et donc d'avoir des douleurs au niveau des épaules, là, c'est le principe d'une poussette, c'est-à-dire que vous avez le caddie devant vous et hop, vous le poussez, ce qui permet du coup de soulager les articulations au niveau des épaules et aussi de sécuriser votre déplacement. Puisque si par exemple au moment de monter la marche, vous avez un appui avec vous,
Alors, je suis désolée, visiblement, mon accès ne fonctionne plus. Je ne sais pas si vous m'entendez. Alors, je ne sais pas où on en est. Je suis désolée, j'ai eu un souci de connexion. Constance, tu m'entends? Allô? Je suis désolée, j'ai eu un problème. Alors, je suis confuse. J'ai eu un problème. Bon, alors j'espère qu'on est tous reconnectés. Constance, on t'entend plus, ton son est coupé, je te le remets. Je suis désolée. Oula. 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 Ah, tu y es deux fois, Constance. Ça y est, ça y est. Tu es sur ton ordinateur et ton... Oui, oui, mais du coup, je vais pouvoir reprendre la main normalement. J'attends parce que je t'entends, mais je ne vois rien. Ah, donc veuillez nous excuser, mon réseau a sauté. Donc voilà, j'imagine que tout le monde a été déconnecté. Donc bon, c'est pas notre journée. Mais j'espère que. Donc on en était aux aides pour attraper, j'imagine. Oui, mais alors du coup, moi, j'ai pas le. Est-ce que vous voyez l'écran? Donc j'ai repris là où on s'est arrêté. Aux aides pour attraper avec les rangées, les objets du quotidien. D'accord, parfait. Et est-ce que je. Là, vous m'entendez correctement, ça va? Oui. Oui, Est-ce que je moi peux je reprendre t'entends. Est-ce que je peux reprendre la main? Je sais pas. Je suis pas sûre. Bon, d'accord. Là, c'est moi qui présente. Donc, Alors, du coup, là, moi, ça mouline, mais est-ce que vous voyez bien les écrans? Ça a l'air d'aller. Alors, donc, pour attraper les... Voilà, puisque comme on disait, c'est vrai qu'il faut essayer de mettre les objets du quotidien entre 50 et 1,50 m de hauteur. Pour cela, donc, il faut, si vraiment on est obligé d'aller plus haut ou plus bas, dans ces cas-là, on vous conseille d'utiliser un escabeau, mais qui soit adapté. C'est-à-dire que les marches sont assez larges, que vous pouvez avoir des poignées sur les côtés pour vous aider à monter et à descendre les marches, ou une barre sur le côté pour vous permettre de monter. Donc, oui, vous pouvez utiliser des escabeaux, mais attention, prenez des escabeaux qui sont du coup adaptés voilà, à votre utilisation.
Alors, une aide qui est très utile aussi, c'est ce qu'on appelle la pince à long manche. Donc, la pince à long manche, en fait, ça vous permet d'attraper des objets au sol ou en hauteur sans vous pencher. Et donc, ça, c'est vrai que c'est vraiment utile. Vous pouvez la mettre dans le coin de votre salon et au moins, eh ben, si vous avez quelque chose qui tombe au sol, vous ne risquez pas de chuter au moment de vous pencher. Le réhausseur de prise. Donc ça, c'est pas très connu et pourtant c'est assez utile puisque dans la plupart des maisons, les prises sont très basses. Or, c'est vrai que quand on a des douleurs au dos, aux genoux et tout ça, ça peut être compliqué de devoir se pencher pour brancher ou débrancher la prise. Donc là, le réhausseur de prise, en fait, c'est un système qui vient se brancher sur votre prise actuelle. Donc, il n'y a aucune intervention électrique à faire. Et après, vous avez une tige de 90 cm qui permet de monter la prise sur le mur. Ça peut être très pratique aussi dans le cas où, par exemple, vous avez une prise qui est cachée derrière un meuble. À ce moment-là, hop, avec la tige réhausseur de prise, vous pouvez du coup ressortir la prise et la fixer au mur. Voilà, donc ça, c'est un système qui est très intéressant. Les aides au repas. Malheureusement, avec l'âge, on a souvent des douleurs aux mains liées à l'arthrose et ça peut être compliqué d'ouvrir une bouteille d'eau, d'ouvrir du jus d'orange, un bocal ou autre. Donc, sachez qu'il existe plein d'aides qui peuvent vous aider à ouvrir justement les pots de confiture et tout ça. Le seul truc, c'est que, encore une fois, c'est en fonction de vous. Il y a des personnes où ça va être une perte musculaire et il y a d'autres personnes où ça va être de l'arthrose. Et en fonction, la pince ne sera pas la même. Donc, c'est vraiment important de pouvoir essayer les aides techniques avant de les acheter. Après, vous pouvez déjà essayer chez vous une petite technique, c'est un casse-noix, où dans ces cas-là, vous mettez le casse-noix autour de la bouteille, du bouchon de la bouteille d'eau, et hop, ça vous fait un système de pince qui peut du coup vous faciliter l'ouverture des bouteilles d'eau. Aujourd'hui, après, on fait des bouteilles avec des capuchons clip, et donc ça, c'est pas mal aussi. Bon, après, là, c'est des aides techniques un peu plus spécifiques. C'est plus dans le cas où la personne a un problème de motricité à droite ou à gauche. Donc, pour maintenir l'assiette, on peut utiliser un set de table antidérapant qui permet de maintenir l'assiette sur la table et d'éviter qu'elle parte à l'autre bout. Il existe des planches avec des petites piques pour pouvoir maintenir le légume et du coup pouvoir l'éplucher ou le couper à une seule main. Ou sinon des assiettes à rebord qui en fait sont des assiettes où on vient buter l'aliment contre le rebord pour pouvoir, au lieu de pousser avec son pain ou son couteau, du coup on vient buter contre le rebord. Lorsqu'on a des difficultés de préhension fine, c'est-à-dire que c'est difficile de tenir quelque chose de fin dans sa main, on peut prendre des couverts, ce qu'on appelle des couverts à gros manches. En fait, ce sont des couverts où au niveau du manche, vous avez comme un cylindre qui du coup est un petit peu plus gros et donc ça vous évite de devoir trop serrer la main. Et enfin, si vous avez des difficultés à rester debout pendant la préparation des repas et que le fait de s'asseoir et de se relever, c'est aussi difficile, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle une chaise assis debout. L'avantage de ces chaises-là, c'est qu'elles sont un petit peu plus hautes, ce qui vous évite le transfert assis debout depuis une assise basse qui peut être difficile et qui vous évite aussi de rester longtemps debout trop longtemps. Donc comme ça peut vous permettre, voilà, la position assis debout peut vous permettre de vous soulager, d'éviter les pertes d'équilibre tout en préparant vos repas. Cette chaise-là, d'ailleurs, peut aussi être utilisée dans la salle de bain ou pour l'habillage. Ou voilà, ça peut être une chaise qu'on peut utiliser dans les autres pièces. Alors, Charlotte, on va passer dans la slide d'après. Je l'ai fait, mais tu vois pas? Non. On est aux aides pour la salle de bain. D'accord. Donc, bon, les aides pour la salle de bain. Donc,
Si vous avez une baignoire et que c'est difficile d'enjamber la baignoire, il existe plusieurs choses avant d'envisager des gros travaux. D'abord, vous pouvez utiliser une barre latérale de baignoire, c'est celle qu'on voit en haut, qui vous permet du coup d'avoir un appui au moment d'entrer et de sortir de votre baignoire. Ensuite, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle une planche de bain, donc c'est la photo du milieu, qui en fait vient se mettre sur la baignoire sans fixation. Elle vient se poser, mais elle a des plots en dessous qui viennent sécuriser pour éviter qu'elle bouge. Donc, il vient se poser sur la baignoire. Et le principe, c'est de s'asseoir, pivoter pour entrer, donc pivoter et entrer les jambes dans la baignoire. Et ensuite, soit vous vous mettez debout, soit vous vous asseyez pendant la toilette. Et pour ressortir, bah pareil, vous pivotez pour sortir les jambes de la baignoire et ensuite vous vous mettez debout. Mais le risque de chute au moment d'entrer dans la baignoire, c'est justement au moment d'enjamber la hauteur. Donc, la planche de bain, c'est un système qui vous permet de enjamber la baignoire en position assise et donc de moins risque de chute. Après, si vous avez des troubles au niveau du tonus du tronc, vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle un siège pivotant. Donc, c'est la photo en haut, qui en fait est un siège qui vient se poser sur la baignoire. Vous vous asseyez, vous pivotez et pareil, après, soit vous restez debout ou assis comme vous voulez pendant votre toilette. La différence avec la planche de bain, c'est que dans le siège pivotant, vous avez des accoudoirs et un dossier qui, du coup, vous sécurise encore plus au moment de vous asseoir et de pivoter. Et alors après, si vous soit adorez prendre des bains ou si vous avez besoin aussi au niveau corporel de prendre des bains, vous pouvez utiliser un siège élévateur de baignoire. Donc en fait, c'est un système qui vient se poser sur le fond de votre baignoire, qui monte et qui descend. Donc l'idée, c'est de vous le monter, vous vous asseyez, vous pivotez et après, vous le descendez avec une petite télécommande complètement étanche et sécurisée. Vous le descendez et là, comme ça, vous pouvez vous immerger dans l'eau. Et l'avantage, c'est qu'au moment de ressortir, eh ben, du coup, hop, vous remontez le siège à la hauteur de la baignoire et là, vous pouvez pivoter. Donc, la difficulté qu'on rencontre souvent, c'est quand on est assis au fond de la baignoire, eh ben, on n'arrive jamais à y ressortir. Et bien là, le siège élévateur de baignoire, c'est un système qui peut vous permettre de ressortir beaucoup plus facilement. Après, je vous ai mis en bas des bandes antidérapantes. Parce qu'il y a des tapis antidérapants, mais c'est vrai que les tapis antidérapants, souvent, l'entretien, ce n'est pas évident, ça peut moisir. Voilà. Donc, les bandes antidérapantes, ce sont des systèmes vraiment autocollants qui viennent se coller sur le fond de votre baignoire et qui, du coup, agrippent le pied et évitent que vous glissiez. Vous pouvez aussi utiliser un marchepied pour pouvoir entrer et sortir de votre douche ou de votre baignoire. Par contre, attention, il faut vraiment prendre des marchepieds qui sont adaptés à la salle de bain. Ne prenez pas un marchepied que vous avez trouvé dans un petit boui-boui ou sur le marché ou autre chose qui est à 40 cm de hauteur, qui est tout petit. Et le problème, c'est que votre pied n'est pas bien posé sur le marchepied, donc vous risquez de tomber. Donc, si vous utilisez un marchepied, surtout, prenez quelque chose d'adapté. Et enfin, sur cette slide-là, je vous ai mis un tapis de bain antidérapant. Donc, en fait, c'est juste pour vous dire, attention au tapis de bain qui glisse sur le sol. Ça, c'est un vrai risque de chute au moment où vous sortez de votre douche ou de votre baignoire. Il existe aujourd'hui dans presque tous les magasins de bricolage, de salles de bain, même sur les marchés, tout ça. Vous pouvez trouver des tapis de bain antidérapants en dessous qui, du coup, vraiment vous sécurisent au moment de sortir de votre douche et de votre baignoire. Alors là, je ne vois pas la slide d'après, mais peut-être que Charlotte l'a mise. Oui, oui, c'est les aides à la toilette. Voilà, donc les aides à la toilette, en fait, c'est parce que ça peut être
difficile et douloureux de se laver les pieds, de se laver la tête. Voilà, le fait de devoir se baisser ou de monter les bras et tout ça, ça peut être compliqué. Donc, il existe des aides qui peuvent vous faciliter cette activité. Il y a des systèmes donc, de brosses qui viennent à ventouse, en fait, qui viennent se mettre sur le fond de la baignoire ou de la douche et qui, du coup, vous permettent de se frotter les pieds, ça mousse et ça vous permet de vous laver les pieds. Après, vous avez des systèmes de brosses à long manche qui peut vous aider à venir se frotter les jambes et les pieds. Et pour tous les cheveux et tout ça, vous avez des systèmes de brosses, pareil, à long manche. Donc, soit c'est des brosses à shampoing, donc comme ça, vous pouvez vous shampouiner plus facilement. Soit c'est des brosses à cheveux pour vraiment vous coiffer ou des peignes. Et au lieu de devoir lever la main jusqu'à la tête, vous pouvez lever la main que jusqu'au niveau de l'épaule. Donc, c'est vrai que pour les personnes qui ont des douleurs au niveau des épaules ou au niveau des poignets, ça peut être vraiment utile comme aide. Alors, je ne vois toujours pas la slide, donc je ne sais pas si c'est moi qui ai à nouveau un problème de connexion ou pas. Alors, la slide d'après, du coup, Charlotte, c'est quoi? Ah ben là, ça y est, j'ai l'aide à la toilette, je la vois. Et la slide d'après? Aide à l'habillage. L'aide à l'habillage. Donc, l'aide à l'habillage, pareil, ça peut être difficile de se pencher au moment d'enfiler ses chaussettes, de mettre ses chaussures, d'où justement la facilité d'utiliser des mules. Alors, pour enfiler ses chaussettes ou ses bas, on peut utiliser un enfile chaussettes. Alors, encore une fois, faites-le en fonction de vos besoins. Il y a des enfiles chaussettes qui sont très faciles à utiliser, mais pour des chaussettes standards. Par contre, pour des bas de contention, ça ne conviendra pas parce que les bas de contention ont tendance à rétracter l'enfile chaussette et donc du coup, vous ne pourrez plus enfiler votre bas, votre pied. Donc, en fonction de vos besoins, trouvez le modèle d'enfile bas qui vous convient le mieux. Au niveau des chaussures, alors, on a de la chance, les scratchs reviennent à la mode. Donc, surtout, n'hésitez pas à vous acheter une paire de chaussures de ville ou de baskets à scratch, parce que ça, pour le coup, vous avez qu'à ouvrir, à scratcher et votre chaussure est bien mise. Après, si vous avez des chaussures de ville avec des lacets, il existe des lacets élastiques. Alors, c'est un système qui est très intéressant puisqu'en fait, vous installez vos lacets élastiques, vous faites votre nœud une fois pour toutes et après, vous n'avez plus qu'à enfiler et désenfiler votre pied sans toucher les lacets. Donc, ça vous évite en fait de vous pencher pour faire votre nœud et tout ça. Et pour justement éviter de se pencher, vous pouvez aussi utiliser un chausse-pied à long manche. Alors ça, vous en trouvez dans des magasins de bricolage, revendeurs de matériel, de chez Ikea, il y en a, voilà, ça on en trouve assez facilement. Et ça, ça vous permet de vous, soit en position debout, soit en position assise, avec le chausse-pied, de pouvoir enfiler la chaussure, l'enlever, et pareil, vous pouvez aussi l'utiliser pour enlever les chaussettes. Ça peut être un système voilà, qui peut vous aider à enlever votre chaussette. Et enfin, pour l'habillage, je vous ai mis juste une petite aide. C'est en fait un enfile-bouton. Quand on a des difficultés de préhension fine, voilà, sachez qu'il existe des choses pour enfiler les boutons, qu'on peut aussi mettre des systèmes de scratch, voilà, il existe plusieurs petites aides techniques qui peuvent vous aider à vous habiller plus facilement. Alors, la slide d'après, c'est laquelle? C'est les aides pour les toilettes. Voilà, donc les aides pour les toilettes. Vaste sujet parce que les toilettes, une cuvette de toilette standard fait entre 37 et 39 cm. Ce qui, du coup, n'est pas très haut. Donc, dès que vous allez avoir des douleurs pour vous asseoir, pour vous relever, les toilettes, ça va être un des premiers lieux qui va être difficile. Donc, souvent, on prend appui à la cuvette,
ou on prend appui à la poignée de la porte ou à autre chose. Alors, sachez qu'il existe quand même des petites aides techniques qui peuvent vous aider et sécuriser ce fameux transfert assis debout. Donc, il y a le réhausseur de toilette. Sauf que le réhausseur de toilette, voilà, c'est pas toujours très joli, c'est pas. L'avantage du réhausseur de toilette, c'est que ça vous évite de toucher à votre cuvette et que ça vous permet, avec juste un système qui vient se poser sur la cuvette, de rehausser votre assise entre 5 et 10 cm de hauteur. Et comme tout à l'heure, quand je disais, il faut aussi faire attention à votre environnement familial et amical. C'est que l'avantage du réhausseur de toilette, c'est que vous, suivant les modèles, vous pouvez l'enlever très facilement. Donc, au moins, vous pouvez très bien le mettre sur le côté. Quand vous en avez besoin, vous le mettez. Et quand vous avez de la visite, vous l'enlevez. Voilà. Donc, ça peut permettre de ne pas défigurer votre environnement aussi. Après, vous pouvez installer une barre d'appui si vous avez la possibilité sur le mur de droite ou de gauche. Le fait de pouvoir fixer une barre d'appui, ça vous permet d'avoir un appui sécurisé. Plutôt que de prendre la poignée de la porte ou la bibliothèque, la barre d'appui, c'est très bien. Après, il faut vraiment la fixer en vous disant, je m'assois sur les toilettes, où est-ce que je mets les mains? Et là, vous fixez la barre d'appui. Si ce n'est pas possible, parce que la configuration des toilettes ne le permet pas de fixer de barre d'appui, à ce moment-là, vous pouvez aussi prendre ce qu'on appelle, donc c'est la photo de gauche, un cadre de toilette. Donc ça, c'est un système qui vient se mettre autour de la cuvette, un système de U qui vient se mettre autour de la cuvette et qui, du coup, est réglable en hauteur, en largeur, donc en fonction de vos besoins, et qui vous fait un système d'accoudoir de toilette. Donc, c'est très bien parce que ça fait comme une chaise. Quand on a une chaise avec des accoudoirs, c'est beaucoup plus facile pour se relever que quand il n'y a pas d'accoudoir. Là, je ne l'ai pas mis, mais il existe aussi des lunettes de toilette avec des accoudoirs intégrés. Donc ça peut être aussi une solution. Comme ça peut vous permettre d'avoir un système d'accoudoir à proximité pour vous faciliter le transfert. La chaise en bas qu'on voit en osier, c'est juste pour vous montrer que aujourd'hui, il y a des chaises percées qui sont quand même un petit peu plus esthétiques et que c'est vrai que par moment, la nuit, surtout la nuit, au lieu de vous déplacer jusqu'aux toilettes qui par moment peuvent être loin et donc du coup difficiles d'accès, vous pouvez aussi, si vous avez la possibilité, de mettre une chaise percée éventuellement à proximité pour justement éviter de vous déplacer trop longtemps. Voilà. Et donc la chaise percée, il y a des modèles qui sont quand même un petit peu plus design aujourd'hui. Les aides pour la chambre. Alors, les aides pour la chambre. Au niveau de la chambre, une des difficultés que l'on peut rencontrer, c'est le fait de se relever de son lit. En fait, pour se relever en fonction de sa taille, il faut que l'assise soit entre 45 et 50 cm de hauteur. Donc, une des premières choses que vous pouvez faire pour éviter de changer votre lit, votre sommier et tout ça, c'est que vous installez des pieds surélévateurs sous les pieds du lit. Alors, quand c'est possible, hein, parce qu'il y a des lits où c'est des gros blocs, et du coup, on ne peut pas le faire. Mais quand c'est des pieds standards, soit vous installez des pieds surélévateurs sous les pieds du lit, soit vous changez vos pieds et vous mettez des pieds plus hauts. Mais l'idée, c'est de pouvoir avoir une assise voilà, qui soit à peu près à 50 cm de hauteur. Ça vous facilite le fait de vous relever plus facilement. Après, il existe une barre latérale de lit. C'est une barre que l'on vient glisser entre le sommier et le matelas. Et donc, vous avez une petite barre qui ressort sur le côté du lit. Donc ça peut vous aider au moment quand vous êtes allongé, par exemple, pour vous retourner pendant la nuit. Souvent, on ne sait pas trop où prendre appui. Là, voilà, ça peut vous permettre d'avoir un appui et ça peut vous aider aussi au moment de vous asseoir et de vous relever, le fait d'avoir un vrai appui sécurisé. Je vous ai mis une petite table, ce qu'on appelle une table adaptable. En fait, c'est pour vous montrer ce qui est important, c'est que... Ah, Charlotte, on a perdu le...
Ce qui est important avec l'adaptable, c'est d'avoir à proximité les éléments dont vous avez besoin la nuit, notamment le réveil, le téléphone, un petit paquet de mouchoirs, une bouteille d'eau, voilà. Mais donc comme ça, vous pouvez, avec juste une table, du coup, avoir ça à proximité. Et puis, vous la journée, vous la déplacez puisque c'est des tables à roulettes. Alors, Charlotte, je ne sais pas si c'est normal. Moi, j'ai en visio, j'ai une checklist. Non, normalement, vous devez être sur les aides pour la chambre. Là, ça y est, voilà, aide pour la chambre. Et donc, le dernier, c'est le réveil où en fait, c'était pour vous montrer qu'il peut y avoir des réveils avec des gros numéros. Quand on a un petit peu des troubles visuels, la nuit, on ne dort pas forcément avec ses lunettes. Donc, voilà, on peut avoir des gros numéros. Il y a aussi des réveils parlants. Il y a des réveils vibrants. Il y a des réveils qui se projettent au plafond. Voilà, donc il peut y avoir plusieurs systèmes qui peuvent vous aider pour pouvoir vous repérer dans le temps et l'espace. Alors, tu vois là? Alors, la téléassistance et la téléphonie, c'était pour vous indiquer qu'aujourd'hui, on a des téléphones portables qui sont très faciles d'utilisation. Vous en avez où c'est vraiment des numéros qui sont préenregistrés. Donc, comme ça, vous enregistrez les personnes que vous avez besoin de contacter facilement. Vous en avez avec des touches SOS. Voilà, donc ça, c'est vrai que ça peut permettre d'appeler en cas de besoin facilement. Et après, au domicile, vous avez donc des numéros, des téléphones fixes, pareil, avec des gros numéros, avec des photos, voilà, qui peuvent du coup être beaucoup plus visuels, et des systèmes de téléassistance. Donc, c'est vrai que c'est important, même si, en fait, il ne faut pas attendre d'avoir eu un problème pour mettre les choses en place. C'est vraiment, l'idée, c'est de vous présenter des choses qui sont de la prévention et qui peuvent du coup éviter justement un peu la catastrophe à domicile. La téléassistance, je ne dis pas qu'il faut systématiquement la mettre, mais par contre, c'est vrai que si vous n'avez pas possibilité d'appeler facilement autour de vous, ou si vous vivez seul, ou à ce moment-là, un système de téléassistance, ça sécurise vraiment votre quotidien, parce que si jamais vous chutez à votre domicile et que vous ne pouvez pas appeler, voilà, nous, on a déjà rencontré des gens qui ont passé plus d'une journée au sol. Et le problème, c'est que dans ces cas-là, on se déshydrate très vite. Et le système de téléassistance, ça vous vous renseignez auprès de votre mairie. Ils ont souvent des abonnements avec des organismes. Vous avez soit un système de médaillon, soit un système de montre que vous gardez tout le temps sur vous. Quand vous prenez votre douche, c'est des systèmes étanches. Et même quand vous allez à l'extérieur, ça ne marche pas à l'extérieur, mais il faut le garder avec vous. Il ne faut pas l'enlever dès que vous sortez de chez vous, parce que si jamais vous arrivez sur votre palier et paf, vous tombez, eh ben, le problème, c'est que votre système de téléassistance, vous l'aurez laissé dans votre chambre. Donc, il faut vraiment l'avoir tout le temps sur vous. Et voilà, ça fait partie des abonnements où on souhaite ne pas en avoir besoin, mais le jour où on l'a, on est bien content de l'avoir. C'est un peu comme les assistances voilà, de voiture, de la vie quotidienne. Le jour où on a un problème, on est content de pouvoir faire appel à eux. Donc, renseignez-vous auprès de vos mairies pour des systèmes de téléassistance, c'est vraiment très bien. Alors, après, je crois qu'on va voir les quelques aménagements de domicile. C'est à la salle de bain. Donc, il y a possibilité de faire des travaux. Pareil, ça reste encore dans de la prévention, c'est-à-dire que si vous êtes encore en forme, autonome chez vous et tout ça, que vous avez une baignoire, éventuellement, voyez si vous avez la possibilité d'installer une douche. C'est pas forcément indispensable, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus facile d'accéder dans une douche que d'accéder dans une baignoire. Donc, après les douches, vous les aménagez plus ou moins en fonction de votre besoin. Ça peut être évolutif, c'est-à-dire qu'au début, vous pouvez juste installer la douche et puis après, vous pouvez vous installer des barres d'appui, vous pouvez vous installer un siège,
Le siège, ça peut être des sièges strapontins qui restent discrets et qui vous permet, au moment de vous laver les pieds, eh ben, du coup, de pouvoir être assis en sécurité. Celle d'après, ça doit être les toilettes. Oui. Donc, au niveau des toilettes, si vous avez la possibilité d'installer des barres d'appui, parfait. Après, vous pouvez aussi mettre ce qu'on appelle une cuvette surélevée. Donc, en fait, je vous disais tout à l'heure que les cuvettes, c'était entre 37 et 39 cm de hauteur. Une cuvette surélevée, ça fait à peu près 45 cm de hauteur. Donc, finalement, on arrive à la hauteur de la cuvette standard avec le réhausseur. L'avantage, c'est qu'au niveau entretien, c'est beaucoup plus facile, que du coup, vous pouvez vous relever plus facilement puisqu'on est entre 45 et 47 cm avec l'abattant. L'inconvénient, c'est que si vous habitez ou que vous avez régulièrement, par exemple, des petits-enfants ou même que vous n'êtes pas de grande taille, eh ben, du coup, ça peut être une difficulté pour les autres. Ce qu'il faut savoir au niveau des toilettes, c'est que c'est important d'avoir les pieds qui touchent bien au sol quand vous êtes assis sur vos toilettes. Si vous avez une cuvette trop haute, vos pieds ne vont plus toucher au sol et du coup, vous risquez après d'avoir des problèmes d'élimination. Donc, pareil. En fait, il faut faire appel à un ergothérapeute. C'est le point final. il faut que vous ayez des conseils de personnes qui vont discuter avec vous sur votre environnement, sur un petit peu les potentielles difficultés que vous avez et voir votre environnement. Et en fonction de ça, adapter pour vous. Voilà, ça c'est vraiment important. La cuisine. Alors, au niveau de la cuisine, là, c'était juste pour vous indiquer qu'on peut mettre des meubles qui s'abaissent pour justement retrouver cette hauteur entre 50 et 1,50 m. On peut mettre des plans de travail qui se rehaussent pour faciliter l'accès quand on est en position debout. Et au niveau des mitigeurs d'évier, on peut mettre des mitigeurs à long manche qui permet du coup d'avoir une préhension plus facile. Point important. Voilà, donc surtout, l'objectif d'un ergothérapeute, ce n'est absolument pas de chambouler votre domicile. L'objectif, c'est de discuter avec vous et de pouvoir vous conseiller sur des choses qui pourraient améliorer votre quotidien. Et de toute manière, les aménagements ne seront faits que si vous l'acceptez. C'est vous qui êtes acteur de votre projet et c'est vous qui aurez la décision finale. Voilà, donc ça, c'est vraiment important à pointer. Alors, concrètement, le bilan d'un ergothérapeute, qu'est-ce que c'est? Alors, d'abord, c'est un entretien. C'est-à-dire que l'ergothérapeute va prendre rendez-vous avec vous, va se rendre à votre domicile pour du coup échanger avec vous sur vos habitudes de vie, sur ce que vous aimez faire, votre environnement, etc. Donc, depuis quand est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous faites beaucoup d'exercices? Est-ce que vous avez besoin d'aide pour vous laver, pour vous habiller? Comment vous faites vos courses, etc. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle une mise en situation. C'est-à-dire que du coup, l'ergothérapeute va, avec vous, faire le tour des pièces de vie où vous êtes. C'est-à-dire que si vous aviez 3 chambres pour vos enfants et que vous ne les utilisez plus aujourd'hui, on ne va pas aller regarder toutes les pièces. On va vraiment faire les pièces de vie que vous utilisez au quotidien. Et on va faire des mises en situation. Par exemple, au niveau des toilettes, on va dire, montrez-moi comment vous faites pour vous asseoir et vous relever des toilettes. Au niveau de la baignoire, comment vous faites pour rentrer dans votre baignoire, etc. Et ça va permettre, en fait, d'identifier ensemble éventuellement des difficultés ou pas. C'est-à-dire que peut-être qu'on va se dire, bon, là, il n'y a aucun problème, vous vous relevez tout à fait en sécurité de vos toilettes, votre lit, il est à la bonne hauteur, votre canapé, il est très bien et parfait. Mais en attendant, peut-être qu'on va se rendre compte que finalement, le fait d'enjamber sa baignoire, on prend quand même des risques en enjambant sa baignoire. Donc ça, c'est les mises en situation. Et pendant ce temps-là, on va faire des préconisations. C'est-à-dire qu'on va vous dire, voilà, vous voyez, votre baignoire, elle fait 60 cm de hauteur. Il n'y a aucun appui. Donc, vu votre autonomie, je vous conseille pour l'instant juste de mettre une petite barre d'appui pour avoir un vrai appui sécurisé au moment d'entrer et de sortir.
Ou sinon, si vous avez la possibilité de faire des travaux, l'ergothérapeute peut éventuellement vous conseiller l'aménagement avec une douche et puis des accessoires s'il y a besoin. Au niveau des tapis, on va vous dire par exemple, là, ce tapis-là, on constate quand même que dans le couloir, il glisse beaucoup. Je vous conseillerais de mettre une maille anti-glisse. Voilà, donc au fur et à mesure, on va vous donner des petits conseils comme ça. Mais après, on va rentrer chez nous et on va faire un rapport qui va permettre de reprendre toutes les notions qu'on aura vues ensemble et notamment de vous indiquer vraiment les préconisations avec les références et les endroits où vous pouvez les trouver. Si la demande vient par exemple d'un bailleur ou autre, on peut éventuellement transmettre ce compte-rendu-là avec votre accord au partenaire en enlevant évidemment toutes les parties un peu médicales qui ne les concernent pas. Et on a également la possibilité de vous accompagner pour, si par exemple on doit faire des devis du coup pour remettre le matériel ou pour des travaux, voilà, s'il faut des recherches de financement ou vous souhaitez être mis en lien avec des revendeurs de matériel médical, voilà, on peut vous transmettre, vous aider un petit peu là-dessus pour que vous puissiez vraiment mettre en place les préconisations.